L'après-midi de la journée internationale de la femme africaine, comme nous avons annoncé, nous allons commémorer cette année les 60 ans de la création de la journée internationale de la femme africaine. L'année dernière, nous avons réalisé le 31 juillet à Creil une première édition. Nous avons pris acte depuis l'année dernière pour réaliser la deuxième édition, donc nous y sommes aujourd'hui. Nous avons un peu de difficultés dues aux problèmes techniques, mais nous allons nous améliorer et d'ici la fin d'ici une heure ou deux, ça va se mettre en marche de façon concrète. Donc présentement, je suis Manuel Varela, je préside l'association SOS Racisme Creil. Je suis ici avec des différents partenaires qui sont l'agglomération Creil-Sud-Ouest et les associations de l'agglomération. Le programme il devait démarrer à 14h, mais nous sommes un peu en retard, donc nous allons rattraper. Donc là, concrètement, ça va démarrer avec des conférences. Il y aura Eugénie Djeki, Joaquin Almeida, Fatimé, c'est par vidéoconférence, et Madame Mendes. Ensuite, d'ici une heure ou deux, nous allons faire des témoignages avec des personnalités, Arseli Kanté, la famille Barry, Diallo, et de nombreux invités surprises qui vont se joindre à ces mouvements, à cette journée. Et à la fin à partir de 18h, il y a la restitution des conclusions que nous aurons établies. Nous allons faire une restitution en conclusion. Et à partir de 18h30, nous allons partager un repas ici. Pour ceux qui n'ont pas réservé, il est encore temps de le faire. Vous pouvez le faire en arrivant. Et aussi par téléphone qui est sur le fiche contact. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et nous commençons. Alors j'appelle Obo, si vous voulez bien me donner un peu la suite pour qu'on avance. Merci. Merci Manuel, merci pour tes efforts et merci pour ton courage. On remercie toute l'équipe qui se sont beaucoup battus pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Vous avez Myriam qui est là, vous avez Camara qui est juste à ma droite. On a le frère Modibo qui est assis. On a Sissoko qui est à ma droite, donc c'est l'équipe. Donc en principe, il y a Eugénie Djeki qui est journaliste qui doit intervenir sur un thème qui a trait à la femme africaine dans le monde du journalisme. On a aussi Sephora Dego depuis la Côte d'Ivoire qui doit intervenir sur les femmes fortes. Mais là on a un problème technique, ce qui fait que on sera obligé d'attendre un peu. Et puis on a la partie historique avec l'histoire de la femme africaine depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et donc comme la partie technique n'est pas totalement prête, je suis obligé de vous parler un peu de l'histoire de la femme africaine. Et après, on a les témoignages. Donc, ce qui est aussi faisable, c'est que on peut aussi faire des témoignages et puis faire la conférence. Mais je pense qu'on va commencer par la partie historique, le temps que la technique prenne le relais. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme africaine.
qui a été faite à l'initiative de Awa Keïta depuis 1962. Donc ce côté, c'est Manuel Varela qui en parlera. Mais moi, là, je vais vous parler de la femme telle qu'on ne la connaît pas réellement. La femme africaine telle qu'on ne la connaît pas réellement. Et on va être un peu surpris de ses efforts et de sa présence, en fait, sur les 5 continents. Voilà. Donc je vais commencer par le continent africain, puisque aujourd'hui, grâce à Awa Keïta, on sait qu'il y a une journée qui n'est pas assez connue. Donc le but du jeu aussi, c'est de faire en sorte que cette journée soit connue. C'est le journée du 31 juillet soit connue comme une journée internationale de la femme africaine. Mais en réalité, comme l'avait dit un de mes amis, la femme africaine, elle est célébrée tous les jours. Tous les jours, nous la célébrons, tous les jours, nous sommes à ses côtés, tous les jours, on essaie de faire l'effort d'être en harmonie. Donc qu'est-ce qui s'est passé en Afrique, en ce qui concerne la femme africaine? Donc il se trouve que la société africaine a confié son sort, son rôle à la femme africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit au niveau spirituel, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ce sont les femmes africaines qui occupaient le rôle spirituel, c'est-à-dire le rôle religieux. Donc, tous les baptêmes, toutes les cérémonies d'enterrement, tous les cérémonies de mariage, il fallait donner l'onction de la femme pour que ces cérémonies réussissent. Maintenant, au-delà de ça, au niveau politique, les Africains ont confié leur sort à la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant longtemps, jusqu'à encore aujourd'hui, dans certains pays africains, ce sont des reines qui sont au pouvoir. Et ces reines qui sont au pouvoir, on les a eues pratiquement dans toutes les contrées de l'Afrique. Que ce soit au nord, en Égypte, on a connu beaucoup de reines. Que ce soit en Éthiopie, on a connu beaucoup de reines. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, on a eu beaucoup de reines. Que ce soit en Afrique du Sud, notamment Madagascar, vous avez un royaume pratiquement que des femmes qui ont pratiquement résisté à toutes les conquêtes, ce qui fait que Madagascar les conquêtes européennes ont eu du mal à pénétrer Madagascar grâce aux femmes, notamment les reines Rana Romna 1, 2 et 3. La troisième, malheureusement, elle a été déportée en France parce qu'elle avait tellement résisté. Il a fallu une coalition, c'est-à-dire une coalition allemande, une coalition anglaise, pour arriver au bout de cette dame, pour pouvoir conquérir ces États. Donc là, au niveau politique, on a ces États qui ont été pendant longtemps gouvernés par des femmes. Maintenant, au niveau militaire, c'est pareil. C'est-à-dire que les chefs d'armée, ce sont des femmes. Notamment, on a l'armée des Kandanses. Les Kandanses, c'est au Soudan, le royaume de Soudan. Donc récemment, il y a une exposition qui s'est passée au Louvre sur les pharaons du Soudan et de l'Égypte. Et dans ce royaume, c'est les femmes qui dirigeaient les expéditions et qui étaient à la tête de ces grandes armées. Et quand je dis Soudan, le Soudan lui seul représente à la fois l'Europe et jusqu'à la Russie y compris. Donc c'est vraiment des grands États. Des grands États. Donc on a eu aussi des femmes de guerre, mais plus récentes, notamment dans le royaume de Dahomey, avec des guerrières qui ont vraiment donné du fil à retordre au général Dole quand il a essayé de rentrer à Cotonou pour pouvoir occuper le Bénin actuel. Donc pendant longtemps, on a confondu ces femmes avec les Amazones. Alors qu'en réalité, les Amazones, ce sont des femmes qui sont en Europe. C'est en Europe qu'on trouve les Amazones, mais pas en Afrique. Pourquoi? Parce que les Amazones, ce sont des femmes qui ont été mises à l'écart de la société. Pendant longtemps, dans l'Europe, la place de la femme était difficile. Donc, elles étaient carrément mises à l'écart. Donc, le fait de les mettre à l'écart a créé une révolution. Et donc, c'est cette révolution qui a donné lieu aux Amazones. C'est-à-dire, ce sont pratiquement des petits États
où on n'a que des femmes. À tel point que quand il arrive qu'une femme met au monde un jeune garçon, vous savez le sort qu'on lui réserve pour ne pas avoir d'homme dans ce diététa. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce petit garçon? On lui coupe le pied ou le bras pour ne pas qu'il s'en serve. Ça, c'est la réalité des Amazones. Par contre, cette réalité des Amazones ramenée à l'Afrique n'a pas de réalité. Pourquoi? Parce que les soldats et les guerrières qui étaient dans le royaume du Bénin, par exemple, elles étaient dans des régiments avec des hommes. Elles étaient mélangées avec des hommes. Elles avaient la possibilité de se marier. Donc, il n'y a pas de séparation entre femmes et hommes dans l'armée du Dahomey. Vous voyez? Donc, quand on dit Amazone pour le Bénin, c'est un terme qui est impropre. C'est un terme qui n'est pas juste. Il faut juste les appeler des guerrières, des chefs d'armée. Là, c'est un terme qui est propre puisque elles ne créent pas un État à l'extérieur. Elles sont avec les hommes et elles travaillent ensemble en harmonie. À tel point qu'il y a des soldats guerriers qui ont été, on va dire, capturés dans le colonne du général Hutt. Eux-mêmes ont témoigné de l'allure de ces dames, de leur prestance, de leur rigueur, de leur bravoure. C'est-à-dire que c'est l'ennemi qui témoigne de la bravoure on va dire, des soldats adverses. En temps normal, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand vous êtes en captivité, vous dénigrez votre bourg. Mais ici, ils sont tellement captivés par ces dames qu'ils ont peint ces dames dans une réalité objective. Vous voyez? Donc ça, c'est au niveau militaire. Maintenant, au niveau de la science de la médecine. Pendant longtemps, les Africains ont confié la médecine à la femme, à tel point qu'en Égypte, tous les chefs, on va dire, des hôpitaux étaient que des femmes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez par exemple, au Comores, vous avez encore aujourd'hui des femmes qui sont spécialisées dans la médecine moderne, à tel point que vous avez des chercheurs du CNRS qui y vont tous les ans pour apprendre les plantes, pour apprendre certains remèdes, encore aujourd'hui. Donc, cette science, elle n'a pas disparu. Elle est encore d'actualité. Donc, il est bien de le savoir et de se rendre compte qu'il s'agit d'une science moderne. Mais ce n'est pas une science ésotérique. C'est vraiment une science moderne avec la chirurgie, avec les opérations, avec la rééducation. Donc en fait, c'est de la vraie science. Donc il faudrait qu'on fasse connaître cette science pour qu'on se rende compte que la science existe encore et que cette science, elle n'a pas disparu, qu'elle a été confiée en fait à la femme. Maintenant, du côté de la justice, c'est exactement la même chose. La justice a été confiée aussi à la femme. C'est pour ça qu'on parle de la MAT. La MAT, c'est les premiers codes de vie qui ont été mis en place en Égypte et au Soudan. C'est-à-dire qu'il y a 42 lois qui permettent aux habitants de l'Égypte de pouvoir mieux se comporter, d'avoir les sanctions et de se rendre compte que la justice, c'est vraiment la vie de tous les jours. Donc la MAT, on la voit souvent, mais on ne sait pas qu'elle existe. Par exemple, quand vous allez, par exemple, devant un tribunal, dans tous les pays du monde, vous avez une balance. Vous avez une balance, et au milieu de la balance, vous avez une dame qui est sur la balance. Donc c'est la MAT. À travers tout le monde entier, il s'agit d'une femme africaine à qui on a confié la justice. Et en France, par exemple, quels sont ceux qui ont été déjà devant le Conseil constitutionnel? Quand vous visitez le Conseil constitutionnel ou quand vous voulez peut-être y entrer, vous avez au fronton du Conseil constitutionnel, vous avez une lionne avec une dame qui est assise, qui est la garante de la justice. C'est une femme africaine et il s'agit de la MAT. Mais ce n'est pas expliqué. Donc,
le pouvoir de la femme africaine a transcendé les époques et a transcendé les événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains, bon, ne sont pas en totale liberté, mais malgré cet état de dénuement, on se rend compte que ce pouvoir est encore réel jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, le pouvoir de la femme africaine est inimaginable. C'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste. Donc, pourquoi les Africains ont confié leur sort à la femme? Mais tout simplement parce qu'ils sont des nomades. Non, ils sont des sédentaires, mais pas des nomades. C'est des sédentaires, c'est des gens qui sont sur place. Et la meilleure personne qui est sur place, c'est la femme. Et c'est la femme qui donne vie. Vous voyez? Et c'est la femme à qui on confie, on va dire, les cérémonies rituelles, les éducations de génération ou les fêtes de génération. Elle confie à la femme. Donc, ce qui fait que, dès le départ, les Africains ont confié leur sort à la femme. Deuxièmement, pourquoi ça s'est fait ainsi? Ça s'est fait ainsi. Oui. Vas-y. Ah, d'accord, très bien. J'ai pas. Donc, ça, c'est du côté africain. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du côté européen, aussi, la femme africaine a vraiment fait des grandes choses. Notamment l'Europe, c'est-à-dire le nom Europe lui-même, c'est le nom d'une femme africaine qui est venue de l'Afrique et de Libye. Vous voyez? Donc, c'est immense. Nous sommes dans une région qui est la région parisienne. Et Paris, c'est aussi le nom d'une femme africaine, c'est Aceta. Donc c'est Isis qu'on a contracté pour nous donner le nom de Paris. Vous voyez? Donc vraiment, cette femme a été un peu partout. Vous avez aussi, par exemple, pour ceux qui sont de la religion, on va dire, chrétienne, vous avez ce qu'on appelle les Vierges Noires. Les Vierges Noires, c'est Aceta, c'est-à-dire c'est Isis qui a été translittérée en Marie. Ouais. Donc, cette force de la femme noire, elle existe un peu partout, dans tous les musées vous les avez. Par exemple, quand on parle des déesses, toutes les déesses en Europe, ce sont des femmes noires. Toutes les époques, y compris ces déesses, sont des femmes noires. Donc, la femme noire, c'est pas que l'Afrique, c'est l'Europe. Et la femme, c'est pas que l'Europe, c'est aussi l'Asie. En Asie, par exemple, depuis, on va dire, depuis l'Arabie jusqu'aux frontières de la Chine, vous avez la présence de la femme africaine, mais on ne voit pas. Pourquoi? Parce que c'est pas connu. Je vous donne un exemple. Je vais vous parler des Bouddhas. Tous les Bouddhas, jusqu'au 15e, 17e siècle, sont toutes des femmes africaines. Et à cette époque, il n'y avait pas de Bouddha homme. Donc, le Bouddha dont on parle, qui vient de l'Inde, c'est une affabulation. Pourquoi? Vous avez un musée ici à Paris qui s'appelle Musée Guimet. Si vous avez le temps, allez-y, visitez, vous pouvez voir. Tous les statues sont des femmes africaines avec le paille. Je vais vous montrer quelques images, parce que j'ai un livre que j'ai écrit, je vais vous montrer quelques images de ces femmes, vous allez vous rendre compte vraiment de cette force de la femme africaine, mais qui est réelle. Donc je vais juste prendre les livres là, pour vous montrer ces images, pour que vous ayez à l'esprit cette force. Donc, est-ce que tu as un livre sur derrière, en rouge. Voilà. Donc ici vous avez un livre que j'ai écrit, c'est le pouvoir divin de la femme noire africaine. Et vous avez deux images de femmes noires africaines, mais qui ne sont pas du continent africain. D'un côté vous avez la Thaïlande, et de l'autre côté vous avez le Vietnam. Vous voyez? Et ça, c'est dans toute l'Asie, y compris l'Afghanistan.
Donc on a ces informations qu'il faut mettre à la disposition de tout le monde pour voir vraiment l'effort de la femme africaine à travers le monde. En Amérique aussi, c'est la même chose, puisque l'Amérique, c'est un peu le prolongement de l'Afrique. C'est-à-dire tout ce qu'on trouve en Afrique, vous le trouvez en Amérique. C'est-à-dire vous avez tous les pyramides que vous avez en Égypte, que vous avez au Mali, vous les trouvez aussi au Mexique, mais construits de la même manière, avec les mêmes personnes. Aujourd'hui encore, vous avez les mêmes types d'alimentation que vous trouvez en Amérique, au nord comme au sud, qui n'a rien à voir avec la colonisation ni la déportation. C'est juste les Africains, depuis le 5e siècle, qui ont été de l'autre côté de l'Amérique pour y construire des grands États. À tel point qu'en Amérique, vous avez des États qui ont exactement les mêmes noms qu'en Afrique. Avec Dakota, par exemple, Dakota, vous le trouvez en Côte d'Ivoire, pratiquement les mêmes noms, mais ça n'a jamais été expliqué. Et vous avez aussi un grand empereur malien qui a fait un voyage en Amérique, qui est resté un peu paterniteux, qui a construit des États entiers, mais c'est pas assez connu. Donc ici on a la chance, c'est qu'on a des musées. Et dans ces musées, vous avez des statues. La seule différence, c'est ce qui est écrit en dessous des statues qui pose problème. Parce que ce qui est écrit n'est pas la vérité en fait. Donc c'est à vous de regarder et de vous rendre compte que il s'agit d'une femme africaine. Il ne s'agit pas d'autre chose. Vous voyez? Donc l'histoire reste vraiment à écrire, l'histoire reste vraiment à dépoussiérer, l'histoire reste à refaire. Donc, je ne vais pas rester que dans le passé, on va revenir aussi quand même dans l'actualité. Par exemple, vous avez les Nana Belts. Qui connaît les Nana Belts? Les Nana Belts, ce sont des femmes du Togo, des grandes femmes d'affaires du Togo, qui ont réussi à construire l'État togolais à tel point qu'au jour de l'indépendance, elles ont mis leur Mercedes à la disposition de l'État. Donc c'est pour ça qu'on dit Nana Benz, la Mercedes-Benz à la disposition de l'État. Et il se trouve que la plupart de ces dames n'ont pas fait la scolarité académique classique, c'est-à-dire l'école que nous connaissons tous de Jules Ferry. Elles n'ont pas fait tout ça. Elles ne savaient même pas lire. Mais elles étaient hyper puissantes et très riches. Alors qu'en l'inverse, elles ont réussi à éduquer leurs enfants à faire des grandes écoles. C'est-à-dire Polytechnique, les grandes écoles de commerce. Et ce sont ces filles qui ont repris aujourd'hui toutes ces sociétés des Nana Belts. Donc les femmes africaines, elles sont à tous les niveaux de la société africaine, y compris en temps de liberté que en temps d'oppression. C'est-à-dire qu'elles arrivent toujours à s'en sortir. Donc, je vais me limiter là pour l'instant. Si vous avez des questions, je vais répondre. Parce que comme la technique a repris et qu'on a des intervenants qui interviennent depuis la Côte d'Ivoire et depuis le Cap-Vert, on va prendre la parole. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous remercie. Et comme métier syndicaliste, elle a initié le mouvement, en fait, c'est dû à 1960. Vous savez que l'Afrique a eu la libération du continent par des droits, en fait, au niveau international. C'est-à-dire que l'ONU a déclaré l'année 1960 la libération du continent africain. C'est là qu'il y a pas mal de pays qui ont eu l'indépendance et Awa Keïta a été à l'initiative, au fait, avec ses collègues du différents pays d'Afrique, Maghreb, Afrique noire. Ils ont, en 1962, créé la journée internationale de la femme africaine. Et ça s'est fait en Tanzanie, à Dar es Salaam. Les réunions d'organisation se faisaient là-bas. Plus tard, en 1974, il y a eu le congrès de JIFA au Sénégal.
Et c'est à partir de là que ça a été officialisé au niveau organisation mondiale. Le 31 juillet, date historique de la journée internationale de la femme africaine. Il est important pour nous et pour vous les femmes ici de savoir que cette date a été initiée pour que les revendications légitimes des femmes à l'époque africaine soient reconnues au niveau mondial. Il y a eu des réunions à Helsinki, pas mal en Europe, les femmes européennes ont soutenu cette action. Mais en France, plus précisément, il me semble que, à moins que ma mémoire me flatte, mais je pense que d'après les recherches que je fais, c'est à partir de 1982 que Mitterrand a initié la commémoration du 8 mars, ici. Toutes les femmes africaines qui sont ici connaissent bien la date du 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, mais ignorent le 31 juillet, qui est la journée internationale dédiée à la femme africaine. C'est la raison principale de notre réunion commémoration aujourd'hui. Nous ne sommes pas en concurrence avec les femmes du monde, mais nous sommes en partage de connaissances. Et comme nous œuvrons pour une idéale humaine, on peut commémorer la date du 8 mars, on peut commémorer aussi la date du 31 juillet. Et je pense bien qu'il y en a d'autres dates. Au Mozambique, par exemple, il y a une date, c'est le mois d'avril. Au mois d'avril, parce que il y a une dame qui est Josina, la première femme de Samora Machel, qui était aussi une panafricaniste, qui a lutté pour la libération du continent africain. Elle a été, je dirais qu'elle est morte en 1971, toujours à Dar es Salaam, parce que là-bas en Tanzanie, vous savez, il y a une histoire du panafricanisme qui est fort. Elle est décédée, je pense, en 1971 au mois d'avril. Et c'était une des dames héroïnes. Et au Mozambique, il y a cette journée de la femme mozambicaine, c'est au mois d'avril. C'est soit le 9, soit le 7. Mais voilà. C'est l'une des références pour nous dans la création de ce mouvement. Aujourd'hui, je fais cette introduction-là pour que nous ayons conscience de quoi nous parlons et qu'est-ce que nous commémorons. Mais ce que je vous dis là, c'est un ébauche, mais il n'est pas exhaustif. Il y en a beaucoup d'autres exemples qui sont florissants en Afrique, florissants dans le monde. Et j'en suis sûr qu'ici, parmi nous, il y aura des héroïnes, il y a des héroïnes. Et voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et que le débat commence. Alors que normalement cette année je devais avoir une équipe, j'ai une équipe mais qui est un peu dispersée, nous sommes une équipe, mais l'année dernière au fait Guetta était là, il y avait des dames qui ont pris date pour réaliser. Je comprends que au fait dans l'immigration nous avons beaucoup de difficultés, des fois on a envie de faire des choses, mais la vie de tous les jours nous prend et nous empêche de faire des choses comme il faut. Nous avons pris date pour organiser cette année depuis l'année dernière. Nous retrouvons ici aujourd'hui. L'année dernière on était dans une salle, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un restaurant privé. Le restaurateur nous a bien mis en place, que nous remercions infiniment. Et aujourd'hui, la salle où j'avais réservé, c'était au centre des cadres sportifs. Et comme c'est les élections législatives au Sénégal, donc cette salle est réservée pour ça. Donc nous devons composer avec les moyens. Donc nous souhaitons déjà que les élections se passent bien et que la démocratie en Afrique se développe. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe sur le continent.
malgré que nous sommes dans la diaspora, mais nous sommes sûrs que c'est de l'intérieur et de l'extérieur et partout dans le monde que nous allons évoluer de façon positive. La journée de l'internationale de la femme africaine, c'est les 60 ans cette année. Nous avons ambition et envie qu'à la fin de cette journée soit riche en échange et que j'en suis sûr que nous allons apprendre de chacun ici. Et même ceux qui ne sont pas là contribueront d'une façon à relayer le message et à échanger partout. Et que l'année prochaine, et que aujourd'hui nous commémorons les 60 années, mais il est important que ça soit commémoré pas seulement à Creil, mais partout en France et surtout en Afrique. Je trouve que en Afrique, il y a un déficit de communication sur l'histoire du continent, particulièrement de la journée internationale de la femme africaine. C'est important. Vous nous avez fait tout à l'heure un rappel historique. C'est toujours très très instructif de revoir dans le temps où l'Afrique, où le continent africain est au centre de développement humain. Et à partir des années 60, c'est là où on va parler aujourd'hui, il y a eu ces actions qui ont été faites pour des mouvements de décolonisation qui restent beaucoup à discuter et à apprendre, parce que en fait, les bases ont été posées pour nous et que la nouvelle génération doit s'imprégner des bons exemples, en fait. Parce que ça fait 40 ans que je suis ici en France, et ça fait 40 ans que je partage la culture française et qu'en arrivant ici, j'avais une petite culture africaine. Et j'ai compris que nous sommes dans un monde où nous sommes obligés de vivre ensemble. Et que c'est divisé en populations et que les populations doivent être plus partager les connaissances des uns des autres. Souvent, il y a le constat que je fais, non, c'est ce que je délivre ici, pour m'excuser, mais bon voilà, je me permets de le dire, c'est que nous sommes loin de l'Afrique, mais ici, dans la culture, nous retrouvons sans cesse la culture africaine, et souvent quand on essaye de faire passer cette culture, c'est souvent, on nous renvoie à l'Afrique. C'est pas par ignorance, c'est parce qu'aujourd'hui les gens voyagent, mais c'est plutôt par confort, au fait, que l'Africain se retrouve dans un monde souvent décrié, accepté parfois, mais à quel prix? Nous, de la diaspora africaine, qui a travaillé des années et des années dans le monde extérieur, nous connaissons le prix et la souffrance dont nous endurons. Mais nous avons espoir que les choses s'améliorent. Nous sommes aussi dans un esprit pas de conquérance, mais dans un esprit de partage et dans un esprit comment on appelle ça, un esprit du respect mutuel des autres. Parce que d'abord, nous respectons les autres, pas simplement parce que nous aimons les respecter, parce qu'au retour, nous aimerons qu'on soit respecté. C'est la raison pour laquelle voilà, c'est pour laquelle je vous invite à partager avec nous ici, cette journée. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent venir me compléter pour qu'on avance. En tout cas, il faut applaudir Manuel pour ses efforts, pour son travail. Alassane, courageux. Donc, la partie technique commence à bien se passer. Donc, tout à l'heure, il y aura Sephora Dego qui va intervenir depuis la Côte d'Ivoire. Et il y aura aussi Jacqueline Almeida qui va intervenir depuis le Cap-Vert. Donc, en attendant qu'ils se mettent en place, si vous avez des questions, c'est avec plaisir pour échanger.
échanger sur ce rôle de la femme, sur ce que vous en pensez. Si vous avez un témoignage personnel à délivrer, c'est un moment d'échange, c'est un moment où on doit ensemble s'honorer, honorer la femme, la mettre là où elle doit être, pour que le monde marche bien. Marche bien. Donc si vous avez des questions, c'est vraiment avec plaisir. Oui. C'est les Nana Banks. Les Nana Banks, ce sont des commerçantes. C'est les commerçantes qui vendent des pagnes en général. Et donc, elles se sont construites tout seules, y compris sous la colonisation. Et pendant, quand il y a eu l'accession à l'indépendance, elles ont mis leur fortune à la disposition de l'État qui naissait pour pouvoir accueillir les hôtes du pays. C'est-à-dire, elles ont mis leur Mercedes à la disposition de l'État pour que tout se passe très très bien. Donc ce sont des grandes commerçantes qui sont à la fois d'abord au Togo, au Bénin et une partie au Nigeria. Voilà. Non, c'est-à-dire que ce que nous entendons par l'école classique, la scolarité classique, c'est-à-dire qu'on fait le primaire, le collège, après on a le lycée, l'université, les grandes écoles, elles n'ont pas fait ce parcours. Mais par contre, elles ont un parcours africain, elles ont un parcours de l'éducation familiale. Il y en a qui ne savent pas écrire le français ou l'anglais, mais elles ont leur éducation traditionnelle africaine. Et grâce à ça, elles ont pu faire ces grands commerces, aller un peu partout dans le monde, notamment en Allemagne, pour acheter des voitures depuis l'Allemagne, les ramener, soutenir les banques. En fait, elles ont soutenu les banques pendant longtemps. Oui, elles ont soutenu les banques au Togo pendant longtemps. Et avec le temps, elles se sont dit qu'il fallait qu'elles éduquent leurs propres enfants. Donc, leurs enfants ont pris le relais en faisant des études classiques aujourd'hui. C'est-à-dire ce que nous connaissons tous, lycée, grandes écoles, université. Et ce sont maintenant ces filles qui dirigent ces grandes entreprises. Ce n'est plus les femmes qui étaient là avant. C'est ça. Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils étaient, on va dire, ils étaient sur domination allemande. Et comme il y a eu la guerre, on a demandé à l'Allemagne de céder tout ce qu'ils avaient comme territoire. Donc ils ont été sous tutelle. Donc pendant la tutelle, c'était la France qui était la tutelle. Voilà. Donc pendant ces tutelles, les femmes ont réussi, que ce soit sous la domination, sous la colonisation, que sur la nouvelle indépendance, elles ont réussi à faire leurs affaires. Mais elles allaient en Allemagne, comme elles étaient liées à l'Allemagne, aller acheter des voitures allemandes pour les ramener au Togo. D'où le nom de Benz, Nana, femme, Benz, la voiture, Nana Benz. C'est ça. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. C'est une très bonne question. Ça nous amène en fait à l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que comment le processus humain a vu le jour. Donc en fait, elles étaient les premiers habitants de ces pays. Parce que l'humain est né en Afrique. Et c'est l'Africain qui se déplace, qui vient en Europe. C'est le Grimaldien qui va en Asie et qui ne change pas puisque l'Afrique actuelle et l'Asie, on a le même climat. Donc ça ne bouge pas. En Europe, ça a un peu bougé, le climat a un peu changé. Donc la peau a changé. Donc ce n'est pas des femmes qu'on a ramenées en Asie par un système de conflit, mais ce sont les premiers habitants de l'Asie. C'est ça. Il y a une explication. Elles existent encore dans certains pays asiatiques, c'est-à-dire en Chine. La Chine, avec le climat, tout le climat, on va dire, tropical. Les Noirs de Chine existent encore au Japon. Vous les avez au Japon. Ils existent encore au Japon, dans les îles japonaises.
Vous les avez notamment dans les pays comme le Cambodge, le Laos, ils existent encore, mais ils ont disparu par un processus de génocide. Je trouve qu'ils sont dans des endroits qui sont très riches. Et donc, avec l'urbanisation, on a pris leur territoire, on les a éliminés, on les a effacés. Donc, par exemple, en Inde, aujourd'hui, vous avez 2 îles. Dans toute l'Inde du Sud, hein, vous avez 2 îles, Nicobar et Andaman, où vous avez les Africains comme vous et moi, qui sont aujourd'hui là-bas. Mais ils sont entourés par l'armée indienne. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils sortent des îles. C'est les gens comme vous et moi, des gens d'aujourd'hui, qui sont entourés. Ce sont les premiers habitants de l'Inde. Bon, c'est vraiment, quand on dit Dravidiens, on peut, disons, les éloigner un peu par rapport à la texture des cheveux, des mélanines et tout ça, mais c'est vraiment les Africains comme vous et moi qui sont là-bas. C'est-à-dire que je préfère dire ça pour ne pas, pour vous mettre dans la réalité. C'est pas les gens qui ont changé, c'est vraiment les gens qui sont restés comme vous et moi, encore aujourd'hui, en Inde. Mais dans les Dravidiens, vous avez des Noirs comme moi, vous avez des Noirs qui ont des cheveux plus longs, et ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé. Thibaut, si tu veux, parce qu'il demande le lien de Sephora, comme je n'ai pas. Tu trouves le lien. Vous nous excusez, hein? Il n'y a pas d'autres questions? Alors, je pense que j'ai pas eu l'occasion de me présenter au tout début. Alors moi, je suis Mariamou, beaucoup m'appellent Myriam. Alors, j'habite pas très loin dans le secteur et je travaille dans tout ce qui est le domaine du social et de l'urbain. Alors, c'est vrai que quand Manu m'a... Ah, vous m'entendez pas? Là, c'est mieux. Là, c'est mieux? D'accord. Alors, peut-être, j'ai pas l'habitude de prendre la parole, donc ça, c'est quand même une première. Alors, je vous disais que... vous me présentez tout d'abord, moi, c'est Mariamou. J'habite pas très loin, je travaille dans le domaine du social et de l'urbain. Et quand Manu m'a parlé de cet événement, c'est vrai que j'ai répondu présent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que on a aussi, nous, l'obligation, en tant que femme africaine, jeune africaine, de pouvoir participer à ce genre d'événement pour valoriser la femme africaine. Parce que la femme africaine, il faut savoir, à la différence d'autres femmes, elle a eu pas mal d'obstacles dans sa vie. Il y a aussi une méconnaissance du travail de la femme africaine. On a tendance à voir la femme africaine comme la femme qui reste à la maison, qui n'a pas de connaissances, qui est loin du domaine professionnel. Donc il y a quand même un rabaissement de la femme africaine, une stigmatisation qu'on fait de la femme africaine. Et aujourd'hui, c'est vrai que cet événement, il est vraiment là pour valoriser cette femme africaine qui, depuis plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles, a toujours été mise de côté, n'a pas été valorisée, on a toujours mis des images négatives de la femme africaine. Et malheureusement, il y a aussi une intériorisation de cette image négative à part les Africaines. Aujourd'hui, on le voit, il y a eu pas mal de femmes africaines qui se sont éclaircies la peau, parce que pendant plusieurs siècles, pendant plusieurs années, on s'est dit que la femme africaine, c'était pas la plus jolie, qu'il fallait être claire de peau pour être jolie, pour répondre aux normes de la société. Et c'est pour ça aujourd'hui cet événement, il est très important pour dire non à tout ça, non à cette stigmatisation qu'on fait de la femme africaine, non à cette image négative qu'on a de la femme africaine. La femme africaine, c'est une guerrière. Thibaut, il l'a très bien dit, Thibaut, qui est historien. Vous voyez, il a fait quand même... voilà, il est historien, il est conscient de tout ça. Et ça fait aussi plaisir de voir des hommes qui sont là aussi pour montrer, pour valoriser
Et pour dire que la femme africaine, pas qu'aujourd'hui, mais depuis des siècles, elle a toujours été présente. C'est une mère, c'est une femme, c'est une guerrière, c'est une justicière. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas parce qu'il y a vraiment une méconnaissance de la femme africaine. Il y a des choses qui ont été réalisées par la femme africaine qu'on ne sait pas et qu'on ne va pas leur attribuer parce qu'on va dire ce sont des femmes africaines, elles ne sont pas capables de ça. Et nous aujourd'hui on est là, on veut vraiment montrer non vous vous trompez parce que la femme africaine elle est l'égale de la femme européenne, elle est l'égale de la femme asiatique, elle est l'égale de la femme états-unienne. C'est une femme, c'est une combattante, elle est là, elle est présente, c'est une mère. Et c'est aussi le respect qu'on attend aujourd'hui de la femme africaine. Malheureusement, moi je sais, je l'ai vécu dans mes études, dans mon travail, quand on arrive, et je pense que peut-être beaucoup se reconnaissent dans ça, quand on arrive en tant que femme africaine, en tant que noire, et qu'on se pose, on nous regarde. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question à savoir comment se fait-il qu'elle est présente avec nous. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut arrêter. C'est cette stigmatisation qu'on veut arrêter. On a de la connaissance comme toute autre femme, et on veut ce respect. Alors, là, je pense qu'on va pouvoir faire intervenir des femmes qui sont aussi à l'étranger. Et c'est très important aujourd'hui pour nous de faire participer ces femmes, parce qu'elles sont à l'autre bout du monde, mais elles ont aussi des choses à dire concernant cet événement. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vais laisser ma femme parler au nom de la famille. Juste pour un petit rappel, Mamoudou Bari, c'est un jeune Guinéen français, de nationalité française, qui a été tué en 2019. C'était l'heure de la CAN. C'est la finale entre l'Algérie et le Sénégal, si je me rappelle bien. Depuis 2019, effectivement, avec l'appui de Manu et toutes les associations JPM, on essaie d'organiser des marches, des événements chaque année pour demander à l'État français que justice soit faite. Et puis pour cette drame qui est arrivé à la famille Bari, il arrive à aucune autre famille. Parce que c'est très dur dans une famille qu'on vous enlève un être cher. Mamoudou Bari, c'est quelqu'un qui a passé une thèse politique, fiscale et douanière en matière d'investissement en Afrique. Aujourd'hui, vu qu'on parle de la femme africaine, on parle de l'Afrique en général. Vous avez vu, on a beaucoup de richesses chez nous. Malheureusement, ils sont exploités différemment, ça ne bénéficie pas tout le temps à la population. Voilà, Mamoudou, en fait, il a travaillé dans cet ouvrage pour dire un peu de justice, comment les pays africains, notamment la Guinée, on peut faire en sorte qu'il y a, comment on pourrait dire, il y a une égalité d'échange sur les matières premières qui vont être extraites du pays. Voilà, je laisse ma femme faire le reste, vu que c'est la journée des femmes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Déjà pour témoigner de ce qui s'est passé pour mon beau-frère. Et c'est un plaisir aussi de venir représenter la femme africaine parce que je suis fière de l'être. Je suis une africaine qui vit en Europe. Et quand j'entends tous les témoignages, je suis arrivée après. Mais j'ai déjà lu les ouvrages de monsieur qui a témoigné ici, tous les histoires qu'il raconte là-dedans, toutes les preuves qu'ils mettent là-dedans. On peut être fier d'être noire, d'être africaine et de crier haut et fort qu'on fait partie de l'humanité. On est là, on existe et on a le droit d'exister. On a le droit de vivre comme les autres, on a le droit de participer à tout ce qui se passe dans le monde. Et qu'on n'est pas comme à chaque fois ils nous disent oui, les Africains ils viennent, ils nous envahissent. Non, on n'envahit personne. On était là au début. On nous a pris notre territoire. Et on a le droit de le réclamer. On a le droit de vivre, on a le droit de participer avec tout le monde. Ce qui s'est passé avec mon beau-frère, se faire tuer parce qu'on est noir, se faire insulter dans la rue parce qu'on est différent des autres, parce qu'on n'a pas la même couleur, on n'est pas différent. On est juste noir. C'est tout. On a les mêmes yeux, les mêmes bouches. Peut-être que nous, nos bouches, ils sont plus pulpeux que les autres. C'est pas une raison pour laquelle on a le droit de nous insulter, parce qu'on a des cheveux différents, parce qu'on a
des morphologies différentes. Justement, moi, je suis fière de l'être. Justement, je suis métisse, j'ai la peau claire. À chaque fois, les gens ils me demandent, non, tu ne viens pas de l'Afrique. Je dis non, je suis africaine, à 100% africaine. Je viens de la Guinée et fière de l'être. Et à notre siècle, on ne devrait pas avoir une personne qui vient nous insulter, nous manquer de respect, nous prendre pour de la merde. Je suis désolée du propos que j'utilise, mais c'est des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est arrivé à mon frère, ça arrive tous les jours. Que des gens soient agressés, insultés, maltraités, que ce soit au travail, dans la rue, partout dans le monde, ça arrive. Et ça, c'est pas normal. On est là pour lutter contre ça, pour montrer qu'on est là, on est vivant et on a le droit d'être là. On n'est pas des personnes, on n'est pas des extraterrestres, on est des êtres humains, c'est juste notre couleur de peau qui change, c'est tout. Et on doit être fiers. C'est tout. En tout cas, merci à Manu, à chaque fois de nous inviter, de lutter contre le racisme, contre la discrimination. Et on est là, on est fiers d'être là. Et on sera là toujours. Merci. Madame Barrière pourra se connecter, on envoie le lien. Oui, j'ai envoyé le lien. Tu me dis lesquels pourra se connecter. D'accord. Merci. Tonton. Allô? Oui. Si tu nous entends, tu peux y aller. Tu peux lui dire qu'elle peut y aller? Ok, super. Merci un petit peu de m'avoir invité à cette journée internationale de la femme africaine. J'avais préparé des petites anti-flèches, mais malheureusement, je ne peux pas les partager, c'est pas grave. Donc moi, je m'appelle Sephora Dego, je suis née en Guyane, je viens de pouvoir de gouvernement, je suis mère de 4 enfants, puis de profession aussi en lien informatique. Je suis chef d'entreprise de l'Ethnie 3. L'Ethnie 3, c'est la reconversion au métier du test et aussi la robotique pour les enfants, parce que notre jeune génération doit être formée au métier de demain. Donc, j'ai eu un peu le débat avec Thibaut quelquefois. Le débat disait ma question dans ma TV. Moi, je vais aborder la question de la femme africaine vraiment sur le point du divers en matière de la femme. Donc, mon réflexe. C'est bon, c'est bon. Ok, mon référentiel sera vraiment africain. Pourquoi? Parce que je veux dire qu'en Europe, le droit de la femme n'est pas si vieux que ça. En France, le droit de la femme c'est 1944, en Suisse c'est 71, au Portugal c'est 74, donc je ne vais pas me baser sur un référentiel européen en me disant qu'en Europe, la femme noire n'est pas valorisée, peu valorisée, aussi représentée. Je vais plutôt m'apporter sur d'autres modèles, bien qu'en France, par exemple, je pourrais parler de Christiane Taubira, donc femme noire, femme africaine, je n'ai pas fait la distinction. Madame Taubira a quand même eu un poste important au niveau du régime français, qu'on ait aimé, qu'on n'ait pas aimé ses actions, mais elle a été présente. Alors si on revient très très loin dans l'histoire, on peut prendre la fameuse reine Néfertiti qui a été reine d'Égypte. Elle était non seulement belle et stratège, donc c'est vraiment des femmes qui ont été présentes à travers l'histoire, comme la reine Dinga en Angola qui a réussi à repousser l'invasion portugais pendant de nombreuses années. C'était aussi une femme. Je ne saurais parler des femmes résistantes et fortes sans parler de la Mulatresse Solitude qui est née vers les années 1780, qui incarne vraiment la femme, la mère des Caraïbes, mais la femme résistante qui s'est battue au combat qu'on a voulu remettre l'esclavage étant enceinte. Donc on voit nous qu'il y a des statues d'elle. Je vous encourage à aller visiter ces lieux où est-ce qu'on lui fait honneur. On a aussi plus proche de nous dans le temps, on a la marche des femmes en Côte d'Ivoire, puisque c'est mon pays, la version en pays de cœur. Je ne saurais pas parler de ces femmes qui se sont manifestées. Donc c'est la marche des femmes sur Grand Bassin. En fait, c'est un mouvement de contestation à l'initiative essentiellement des femmes de Côte d'Ivoire
qui se rendait d'Abidjan à Grand Bassin. Donc c'est quand même une petite trotte. Donc entre le 22 et le 24 décembre en 1949, ces femmes se sont monopolisées et ont marché pour demander la libération de leur mari, la libération de responsables politiques qui avaient été emprisonnés par les autorités coloniales françaises de l'époque. Donc on se rend compte que la femme africaine est toujours là, toujours présente, toujours battante, toujours forte. Encore un peu plus proche dans le temps et dans l'autre contexte, on a la présidente du Libéria, qui est Mme Ellen Johnson Sirleaf, qui elle a été une femme présidente, mais en plus qui a fait baisser la dette du pays, qui a aidé les pauvres à s'en sortir. Donc je veux dire qu'on a quand même une visibilité, on a quand même des modèles aujourd'hui de femmes. On a aussi la présidente de Malawi, qui s'appelle Joyce Banda, qui, elle, en arrivant, a réduit son propre salaire. Donc on peut parler d'impact vraiment fort. On peut parler aussi d'une femme d'affaires nigérienne qui agit dans le pétrole, Madame Ali Kajira, je ne sais pas si beaucoup de personnes la connaissent, qui est née en 1958, qui est l'une des femmes aussi très influentes au Nigeria, puisque sa fortune se montre est estimée à 1,5 milliard de dollars. Donc tous ces exemples-là pour vous dire que vraiment la femme est là. Dans tous les tissus sociaux, économiques, politiques, l'histoire, elle est là. Que ce soit les femmes fortes qui ont été à côté des autres, telles que Winnie Mandela, la mère de Chaka Zulu, et bien d'autres encore, on est toujours représentés. Il suffit de vouloir le voir au lieu de se dire que les femmes sont peu représentées. Donc vraiment, de l'université à Ellen Johnson, qui a été prix Nobel de la paix, en passant par la reine Zinga, Winnie Mandela et bien d'autres de l'Antiquité à nos jours, la femme africaine est vraiment un pilier de la société. Et puis, il y a celles qui sont plus les contemporaines, celles qui veulent le révéler. Donc, je parlerai de Sylvia Ferdin, je ne sais pas si vous l'avez bien dans l'écran, qui a écrit ces magnifiques livres, Reine d'Afrique. Ce sont des femmes qui se battent pour éveiller nos consciences. Parce que sans modèle, sans éduquer les jeunes générations, il sera difficile de former des femmes fortes, des femmes qui vont avoir pleinement leur place dans ce nouveau monde. Il y a la chaîne YouTube de London, Safia qu'on ne présente plus, il y a Nadalia, il y a Amama Zama. Donc il y a encore tout plein de femmes encore présentes sur la scène des médias, des digitaux, qui est quand même une présence non négociable et non négligeable de leurs actions, puisqu'elles pourraient très bien faire autre chose, ces femmes-là, mais elles préfèrent nous réveiller nos consciences et nous montrer qu'il y a des actions à faire. Et puis, je vais conclure par nos inconnues héroïnes. Il y a dernièrement sur Facebook, je trouvais une jeune dame qui a 23 ans et qui a adopté à peu près 25 enfants. Donc la femme, c'est pas seulement celle qu'on voit, mais il y a aussi toutes les actions au quotidien qu'on fait au jour le jour. Il y a aussi les dessins animés que certains créent, comme Akili, qui est une petite fille noire qui apprend à parler et le swahili, qui apprend à parler l'anglais, qui permet de compter. Il y a un modèle qui est une héroïne pour nos jeunes enfants. Et puis, il y a d'autres personnes comme Miela, qui fait partie, qui est la présidente de l'IEF Afro, qui permet aux mamans qui veulent se lancer dans l'éducation à la maison, mais afro-centrée, qui aide ces gens-là et qui accompagne ces gens-là, qui le fait gratuitement puisque c'est une association. Donc, on a vraiment les femmes à tous les niveaux qui sont représentées. Donc voilà, c'était un peu ma petite intervention, faire le tour de toutes ces femmes célèbres et moins célèbres qui ont changé les vies, qui changent nos vies au jour le jour, parce que toute femme qui éduque aujourd'hui, qui conscientise nos enfants, c'est quand même la future génération. Donc voilà pour mon intervention. Merci. Alors, oui, je t'entends un petit peu. Merci à toi de m'avoir invité. Merci pour cette intervention. Si il y a quelques questions dans la salle, on va les réveiller. Si vous avez des questions à poser, c'est pour là.
Oui, vous avez des questions? Si vous avez des questions à poser à Sephora, la salle. Oui, depuis la Côte d'Ivoire. Énormément de soleil, beaucoup de bonne humeur. Thibaut dit de Sephora quand est-ce qu'elle vient en France? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas maintenant. Il y a tellement à faire en Côte d'Ivoire que je ne suis pas pressée de revenir en France. D'accord. Donc, au cours du débat, on va essayer de remonter les questions qui restent sur la semaine. Ça marche, je reste avec vous. D'accord. Le programme, alors, on commence. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut intervenir ou on va dérouler? Je vous présente ma femme, Madame Auxilia Mendes. On lui a imposé d'intervenir dans le débat, enfin dans le programme, dans le cadre de ses expériences. En fait, comme elle est entrepreneuse, elle ne pourrait pas se présenter. Je pense que c'est toujours délicat à vous présenter. Donc, dans le cadre des témoignages, on a aussi besoin de témoignages de femmes chefs d'entreprise, de femmes qui ont d'autres types d'activités aujourd'hui, pour dynamiser un peu à la fois la journée de la femme internationale, et puis de voir aussi de nos visu ce qui se passe, et donner aussi confiance aux jeunes filles qui sont en train de prendre aussi le relais. Donc, je vous demande d'applaudir Auxilia. Elle va venir et elle va vous donner son témoignage. Auxilia, viens. Voilà. Bonjour. Alors, non mais venez. Alors, on va la laisser se présenter. Auxilia qui est très connue aussi dans le bassin créois, et je pense que pas que, parce que femme entrepreneuse dans le secteur, et c'est aussi un exemple. Parce que il faut oser quand c'est l'entrepreneuriat, se lancer dans un projet, c'est pas de tout repos. Et donc on va te donner le micro pour parler. Messieurs, dames, bonjour. Donc je m'appelle Auxilia Mendes. Donc je suis mère de 3 enfants. Pas lourd. Voilà. Mère de 3 enfants, donc je suis chef d'entreprise, donc dans le secteur de la coiffure. Donc c'est-à-dire que c'est un métier qui est quand même pas facile, mais bon, il faut quand même oser. Parce que je travaillais comme tout le monde, j'étais salariée pendant des années. Donc à un moment donné, comme je me suis mariée jeune, je me suis dit, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait l'éducation de mes enfants, maintenant il va falloir penser à moi. Donc à partir de là, je me suis dit, c'est un risque à prendre, j'ai pris le risque. Et puis ça fait 11 ans que je suis dans cette aventure. Et c'est un métier que j'aime vraiment, c'est pas parce que je fais pour faire, mais c'est une passion pour moi. Donc voilà, il y a aussi des difficultés, énormément. Mais bon, il faut vraiment être aussi discipliné et puis avoir beaucoup de courage, parce qu'il n'y a pas que de bon. Il y a aussi des difficultés, mais énormément. Mais en tout cas, on reste femme, chef d'entreprise, maman, et tout ce qui va avec. Donc voilà. Et puis pour nos jeunes, les encourager, parce que aussi, nous on vieillit, donc il faut qu'ils prennent la relève. Mais c'est vrai, là je vais relever comment je peux dire, problématique,
c'est que aussi l'éducation, ça se passe aussi à la maison. On n'a pas que, on a les enfants, mais c'est pas les envoyer à l'école et puis après le reste, on laisse les maîtres et les maîtresses s'en occuper. Donc tout ça, ça se passe à la maison. Et puis moi, je reçois beaucoup des jeunes qui sont en formation, en stage et des découvertes. Donc on a beaucoup de jeunes aussi qui sont un peu traumatisés par rapport aux problèmes à la maison. Que ça, nous les parents, il faut qu'on tienne compte de ça, qu'ils soient maman ou papa. Parce que tout ça aussi, c'est que nous, si à la maison tout va bien, à l'extérieur, les enfants, ils vont bien. Donc qu'ils soient des jeunes hommes, des jeunes filles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. En étant maman, les parents, en fait. Oui, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Reste encore avec nous, on va te poser quelques questions. Avec toute cette expérience que tu as eue, quelle a été la chose qui t'a beaucoup plus marqué et qui peut-être t'a poussé encore à aller plus loin? C'est-à-dire à chaque fois que j'ai une difficulté, donc chaque jour, parfois je pense à mettre la clé sur la porte, mais je dis non, j'ai pas droit. Donc il va falloir aller de l'avant. Donc c'est pour ça, chaque jour, ça me donne encore plus l'envie de pousser, d'aller le plus loin possible. Ce courage-là, c'est la volonté, c'est d'avoir la volonté et puis l'envie de réussir. Donc, si j'ai le choix. Oui, le choix, je l'ai, mais c'est ce choix-là que j'ai choisi. Voilà. Peut-être 3 mots, qu'est-ce que vous pourrez dire pour encourager les jeunes en 3 mots? Les jeunes comme nous, hein, qui avons peur. Je me dis pas que voilà, mais la réussite, elle s'arrête pas, oui, elle s'arrête pas à la jeunesse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où c'est beaucoup plus difficile peut-être de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a la crainte et puis il y a aussi tout ce qui est financier. On voit que la vie est de plus en plus chère, donc on a peur de passer le pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être 3 mots que tu voudrais dire, pas qu'aux jeunes, hein, mais à l'ensemble des femmes africaines et même pourquoi pas aux hommes. Oui, donc en 3 mots, les conseils que j'ai le mot que j'ai à passer, donc déjà, c'est avoir la motivation. Ensuite, l'effort, parce qu'on n'a rien sans rien. Et puis aussi, d'être, comment je peux dire ça? Oui. Et tout est possible, voilà. Persévérer. Merci. Oui. Persévérer, la persévérance, oui, voilà. Parce que ça ne vient pas tout de suite. Parce que moi, quand j'ai commencé, vraiment, chaque jour, je me pose la question, qu'est-ce que je faisais là? Mais au jour d'aujourd'hui, je parle pas le même langage. Au jour d'aujourd'hui, je sais que peut-être demain ou après-demain, je compte de faire un pas en avant. Qui sait? Voilà, je persévère toujours, c'est pas encore gagné, mais je continue. Voilà. Merci beaucoup. On a une question de Awa qui va poser ta question. Déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc quel est le challenge que vous avez eu par rapport à votre vie et votre entreprise? Voici ma question. Challenge, bon. il y en a eu beaucoup. Donc moi j'ai toujours été curieuse. J'aime bien essayer des choses, voir, ça c'est en moi. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a... le challenge, c'est-à-dire que je vois d'autres personnes qui sont arrivées à un stade très haut dans la vie, ils ont réussi, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Oui. Voilà. Voilà. Donc finalement l'entourage et ce qu'on écoute et ce qu'on voit, c'est important. Très bien, oui. J'étais bien entourée aussi, mes enfants, mes parents, tout ce qui m'entoure en fait.
Voilà, et je suis quelqu'un aussi que vraiment j'abandonne pas facilement. Quand je veux quelque chose, Merci beaucoup Auxilia et on te souhaite vraiment beaucoup de courage et n'abandonne pas. N'abandonne pas. On a besoin de femmes comme toi. Tu as un exemple ici dans le bassin créois parce que quand on voit des femmes qui ont réussi, et ben du coup ça donne encore plus de courage pour réussir. Ah ouais, il a posé la question de challenge. Je crois que le plus grand challenge c'est de me garder. écoutez, autant 29 ans, c'est pas rien. Donc, on est encore là. Mais sinon, je veux quand même porter un peu comme madame, ça fait 29 ans qu'on partage. En fait, la femme africaine, quand elle entreprend, l'entrepreneuriat ici, c'est difficile. Parce que d'abord, il faut déjà avoir les conditions, les moyens. Et c'est une lutte de permanence. En permanence. Ce que j'admire en fait chez les femmes africaines, et particulièrement elles, c'est sa persévérance en fait. Et en fait, je vois le résultat. Mais vous le voyez aussi, mais inconsciemment en fait, inconsciemment parce que en fait, comme elle est coiffeuse, elle transforme la femme africaine dans la société, vous voyez. Et souvent, je vois les femmes quand elles arrivent au salon de coiffure. Moi, quand je rentre, je suis discret en fait, parce que je sais que quand je suis présent, les femmes, souvent, elles ont envie de se confier à eux et confier à elles. Il y a des choses, en fait, même il y a des hommes même qui ont en fait, une affinité avec elles, que moi, je vois en fait. Et à un moment donné, elle est très prise par son travail. Et en fait, il y a un volet en fait qui doit être accompagné au niveau structurel, sociétal en fait. Parce que souvent les femmes, quand elles arrivent chez elles, quand elles sortent, je vois qu'elles se sentent transformées, elles se sentent encouragées, elles se sentent une autre personne en fait. Pour vous donner une anecdote, pas plus tard, en fait, chaque jour dans le salon, c'est des surprises. C'est pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y avait une cliente qui était arrivée avec son enfant. Elle a mis son bébé sur le banc. Et puis elle s'est coiffée, elle s'est mise à coiffer. Et à un moment donné, l'enfant était en pleurs. Elle cherchait sa maman. En fait, parce que dans la coiffure qu'ils ont fait, l'enfant ne reconnaît pas sa maman. Elle était en permanence dans ce salon. Et puis tout autour des salons, les dames, ils rigolaient. Mais j'ai dit, mais vous vous rendez compte, vous avez traumatisé cet enfant-là. Et vous avez rigolé. C'est d'accord, voilà quoi. Mais complètement pour vous dire que quand vous venez au salon, vous faites là un travail de social et elle aussi. C'est plutôt une assistance sociale confidente de tout ça. Le salon de coiffure, c'est. Voilà quoi. En tout cas, merci. Et je suis fier d'elle et c'est bien de les soutenir, c'est bien. J'essaye au maximum, mais c'est ensemble en fait, on a besoin de soutenir mutuellement, même la société, parce qu'en fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Moi c'est Béatrice Béé. Je connais Mariamou par le travail. Donc je suis chef de projet d'un nouveau dispositif qui s'appelle le Bus Entrepreneuriat pour tous. Donc on était sur de la création. Et c'est un dispositif qui sillonne toute la Picardie à destination des quartiers prioritaires et veille active pour aider les habitants à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que comme on parlait de création d'entreprise, la première difficulté dans la création d'entreprise, c'est nous-mêmes. Parce qu'on se met des freins, on se met des barrières, on se dit c'est pas possible. Et en fait, en France, il existe pas mal de dispositifs, mais on va pas forcément aller frapper à la porte. Aller chez moi, je travaille pour la BGE Picardie par exemple, et on va pas forcément pousser la porte parce qu'on dit que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas prêt à entreprendre, qu'on n'a pas ces capacités, alors que quand on se regarde, on voit qu'on entreprend tout le temps.
on est avec nos tontines, on fait nos marchés, on fait des trocs, on est toujours dans l'entrepreneuriat, mais pas structuré. Et la base, je pense que vous allez me rejoindre dessus, la base de la réussite, comme on dit, c'est de la discipline et de la détermination. On n'a pas besoin d'avoir des bacs plus 70 pour entreprendre. On a besoin d'être sérieux et consciencieux, c'est-à-dire qu'on se met des objectifs et on essaye de se tenir dans les objectifs et on a conscience de nos capacités et de ce qu'on doit apprendre. Et je suis fière d'être invitée aujourd'hui parce que l'Afrique et la femme africaine regorgent de richesses et on a tendance à avoir peur de la réussite, à se mettre des barrières et des freins psychologiques en général. Donc pour nous, on a un devoir, moi je dis qu'on a toujours un devoir envers déjà nos parents. Parce que pour le travail qu'ils ont fait, on se doit de réussir. Et quand je parle de réussite, la réussite, c'est pas forcément les études. Mais c'est la réussite dans toutes les choses. Et on a aussi un devoir envers nos enfants. Parce qu'on se doit de leur montrer les chemins. Et c'est le travail de la femme africaine et de l'Afrique en général. Et quand on voit les générations de plus en plus qui arrivent, on se dit, où vont ces générations? Et quand on parlait d'éducation, ça commence à la maison. L'école, c'est l'enseignement. La maison, c'est l'éducation. Comment montrer aux jeunes générations et comment montrer le respect envers nos parents? C'est avec les chemins que nous faisons dans le travail. Et dans le travail, c'est avoir des postes de plus en plus. Pas forcément des grands postes, mais peu importe où l'on va, la nécessité, c'est d'être le meilleur dans ce que l'on fait. C'est se donner les moyens d'être le meilleur dans ce que l'on fait. Et on parlait beaucoup avec Mariamou de tout ça, c'est que beaucoup quand on se présente dans des entreprises, et j'ai fait beaucoup de constats dans mon expérience professionnelle, c'est qu'on se demande, oh ben, elle s'exprime bien, on a des parents ambassadeurs, oh ben, elle se tient bien, excusez-nous, mais on s'est toujours tenu bien et on sait s'exprimer encore heureux. Donc on a tendance à nous prendre de haut. Et pour enlever le fait qu'on nous prenne de haut, il va falloir qu'on leur montre de quoi on est capable. Et ça va pas être en faisant la révolution, en cassant des choses, mais en prenant des postes, en travaillant. Ce qui est malheureux, c'est qu'on doit travailler 2 fois plus, 3 fois plus, et ça, c'est pas normal. Parce qu'en temps normal, on n'est pas censé travailler 2 fois plus, on n'est pas censé travailler 3 fois plus, on est censé travailler durement comme tout le monde. Mais je pense que si de plus en plus, bonjour à tous, on fait du réseau, le réseautage c'est aussi important. Et ce que les autres communautés ont compris, c'est qu'ils réseautent entre eux. On échange les contacts, on s'entraide entre nous, et quand on prend des postes, on met les personnes par le mérite et on évolue. Et nous, on a tendance, Africains, à ne pas trop travailler le réseau. On va le travailler dans les cantines, mais on n'élève pas notre réseau. Il est temps qu'on élève notre réseau entre nous. Qu'on crée nos associations, qu'on crée nos business. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du communautariste, mais ça veut dire qu'on va se donner de la force. Et en se donnant cette force-là, on va réussir. Parce qu'on a toutes les capacités. Et nous qui sommes ici, on a aussi un devoir envers nos frères qui sont en Afrique. Parce que pour que l'Afrique évolue de plus en plus, ça ne va pas évoluer parce qu'on va nous donner une subvention. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'une subvention par-ci ou une subvention par-là. On a besoin de développer nos matières premières. On a besoin des cerveaux. On a besoin de ces choses-là pour se développer. Donc c'est à nous aujourd'hui de nous lancer, ou dans l'entrepreneuriat, ou autre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais soyons solidaires. En partant aujourd'hui, échangeons les contacts pour pouvoir demain nous booster et pour pouvoir évoluer. En tout cas, je suis fière d'être parmi vous. Et si vous avez besoin, en tout cas sur de la création ou autre, je vous donnerai mon numéro pour pouvoir se lancer. Femme ou pas femme. En tout cas, on est fort, on est fiers. Et soyons fiers de ce que l'on est. En tout cas, je vous souhaite. Merci beaucoup Béatrice pour ce témoignage. Quelques secondes de Béatrice. Avec Béatrice, on se connaît très bien parce qu'on est amené à travailler ensemble. Aujourd'hui, tu sillonnes quand même le département, la région. Et est-ce que tu vois des femmes africaines venir vers toi? De plus en plus. De plus en plus, on a des projets, mais comme je disais, c'est cette peur. Mais il y a vraiment, et plus encore dans les quartiers, il y a ce dynamisme. On est déjà des entrepreneurs, on est des battants. On a aussi cette force, c'est que nous, on a tellement surmonté de choses qu'on est capable de tomber 20 fois, on va se relever. Quand nous, on est par terre, on va ramper. Et ça, c'est ça notre force. Mais on manque, comme je disais, de réseau. Beaucoup de femmes ont des envies d'entrepreneuriat, ne savent pas par où commencer. Et l'entrepreneuriat, malheureusement, c'est pas une science infuse. Donc il faut s'entourer, il faut se dire, bah, je pousse cette porte, j'ai pas cette connaissance en gestion, mais je vais prendre la gestion. C'est un métier avec plusieurs facettes. Parce qu'il faut avoir des connaissances. On ne va pas se dire, j'entreprends avec mon frère parce que c'est mon frère. Ça, on a aussi ce problème-là de se dire, on entreprend parce qu'on s'aime bien. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas ça.
Si j'entreprends avec toi, c'est parce que tu as une compétence. Tu m'apportes une compétence, je te donne une compétence. La famille, elle mangera par la suite, quand l'entreprise sera arrivée. Mais en attendant, on entreprend ensemble parce qu'on s'apporte mutuellement quelque chose. On évolue ensemble par rapport à ça. Et on ne va pas se dire, oh, bah, parce qu'on a une petite idée, c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est mon papa. Moi, comme je dis à mon père, hein, si je vais entreprendre, papa ou papa, si tu m'apportes pas quelque chose de concret sur cette entreprise, je te reprendrai par la suite. Mais beaucoup de femmes dans les quartiers et autres d'ailleurs, africaines, ont cette volonté d'entreprendre. Et il faut qu'on élargisse. Parce que souvent on est dans la cuisine, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'innovation. Il y a beaucoup de domaines où on est capable d'entreprendre. Donc allons-y, entourons-nous des bonnes personnes. Et c'est parti en fait. Enlevons cette première barrière. On nous a tellement... l'histoire fait qu'on nous a tellement rabâché, freiné, dire qu'on ne pouvait pas. Et on nous a effacé beaucoup de notre histoire. Le problème c'est quand on ne se connaît pas soi, c'est compliqué d'aller vers l'avant. Donc il est temps de repartir, d'apprendre de nos racines, d'aller voir nos parents, nos grands-parents, de retourner un peu au pays, apprendre, et en apprenant, parce qu'ils avaient tout ça, les ancêtres. Ils avaient toute cette science, on l'a perdue. Retrouvons nos racines pour mieux progresser. Ça ne veut pas dire qu'on va se fermer. Bien sûr, on va échanger, mais il faut qu'on apprenne des autres communautés. Les communautés asiatiques font peu de bruit, mais entreprennent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans la discipline. Je me fixe un objectif, j'atteins cet objectif. Et il est temps que nous-mêmes, on faisons la même chose pour progresser et pour se fondre. Et c'est comme ça qu'on va acquérir le respect. Parce qu'on peut nous dire, oui, on est noir, machin, mais quand je me place avec toi, j'ai les mêmes diplômes, j'ai cette fonction, j'ai cette fonction, tu pourras parler comme tu veux, tu ne me manqueras pas de respect. Parce que je suis au niveau avec la sueur de mon front, je me suis bâtie, je suis là, et je revendique ça. Donc voilà, mais beaucoup de femmes sont dans l'entrepreneuriat et de plus en plus, je trouve, des femmes. Heureusement d'ailleurs. Et des hommes aussi, bien sûr. Merci beaucoup Béatrice pour ce témoignage, cet excellent témoignage. J'ai une troisième femme africaine qui souhaiterait aussi apporter son témoignage. Donc j'appelle Awa Diallo pour son témoignage. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez, vous me recevez? J'ai décidé aussi de participer à ma manière, tout en racontant mon histoire qui est assez atypique. Donc je suis cuisinier depuis bientôt 12 ans maintenant. Et qui dit la cuisine dit dans le secteur de la restauration, ensemble c'est assez masculin. Donc moi j'avais cette passion. Pourquoi? Parce que j'avais une difficulté au début de ma vie. C'était un handicap. Vous savez c'est quel handicap j'ai survécu pendant 10 ans? Non, pas du tout. J'ai eu des difficultés de langage liées à l'enfance. Ça veut dire, vous avez des enfants? Donc, ils ont parlé à quel âge à peu près? 2-3 ans? Ouais. Moi, c'est... Ouais. Mais à cette période-là, je ne parlais pas. Je ne parlais pas du tout. Et même pour communiquer et m'exprimer, c'était un véritable problème. Je faisais mon sourire, mais c'était pas suffisant. Et on me disait carrément que j'allais jamais guérir en fait. Un orthophoniste, un professionnel, tout ça, il disait que j'allais jamais guérir. Mais moi, dans mon état d'esprit, dans mon mindset, j'ai dit il est hors de question que moi, Awa Diallo, fille d'immigrés, d'origine sénégalaise, mauritanienne, ethnie Peul. Hors de question que moi je suis là, je ne parlerai pas de ma vie. Non. Si je n'avais pas persisté, si j'avais jamais insisté, dans le sens où, oui, non, moi j'ai ma place dans cette société. Si moi j'avais pas fait cet état d'esprit-là, à cette époque-là, j'avais 4 ans à peu près, voire même plus. Si j'avais pas eu cet état d'esprit-là, j'aurais jamais parlé devant vous aujourd'hui. Et vous savez, c'est grâce à quoi que j'ai pu m'en sortir? La cuisine. Et c'est un endroit où j'ai réussi à m'exprimer. C'est un endroit où j'ai réussi à m'affirmer. Avec ma grande taille, bon bref. En fait, ce qu'on dit ce qui m'a énervé à une certaine époque,
ce qu'on dit de la femme africaine, oui, ah, la femme africaine, elle fait que à manger, elle ne peut pas exceller dans ce domaine-là. Non, c'est faux, archi faux. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bientôt 12 ans dans la cuisine au mois de septembre, et à cette époque-là, j'ai démarré à l'âge de 14 ans. Et là, j'en ai 26, je vous laisse faire le calcul. Et franchement, je suis très fière d'avoir participé à ma manière de la journée de la femme africaine internationale. C'est notre nom et c'est mon anonyme Awa Keita qui est à 60 ans en arrière qui a initié cette journée. Donc, cette grande dame qui est mon anonyme, qui est juste ici. Donc j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour cette grande dame, s'il vous plaît. Et pour terminer, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais carrément créer un de mes projets que je tenais à cœur depuis lors. Et actuellement, ça va se mettre en place. Donc, pour rester donc aujourd'hui, ce qui m'a rendu fière, c'est rendre hommage à cette dame-là à ma manière. Il a fallu que je parle aujourd'hui alors que je ne suis pas prévenue. Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté et je souhaite passer un bon moment. Merci beaucoup Awa et on te souhaite plein de bonnes choses. C'est le courage en lui-même. Hein. Et bon courage Awa et on te souhaite vraiment beaucoup de réussite. Merci. On a un prochain. Bonjour à tout le monde. Je suis Victoire. Je suis Victoire et je suis africaine, originaire du Cameroun. J'ai été très ravie d'être présent parmi vous, d'autant plus que c'est la première fois que j'assiste à un rassemblement de cet ordre-là. Je remercie Manu de m'avoir invité à ce rassemblement de la femme africaine. Et en même temps, j'ai été informée de cette journée du 31 juillet consacrée à la femme africaine. Comme quoi on apprend tous les jours. Car avant qu'il ne m'informe, je n'étais pas au courant. Comment se fait-il que cette date puisse rester aux oublis comme ça? Y a-t-il une raison? Ou bien ça ne se fait qu'au Mali? Vous savez que l'un des soucis avec la communauté africaine dont je suis originaire, c'est qu'il manque vraiment de solidarité parmi nous, déjà. Nous sommes un grand continent, nous sommes un grand peuple, voire même la première race au monde d'après ce que j'entends dire par-ci par-là. Mais comment nous sommes dispersés entre nous-mêmes? Et je vous assure que je déplore cela. Je déplore cela et je suis une Africaine très blessée en moi. Pour la simple raison que j'ai été divorcée du père de mes enfants et dans le même temps, une amie m'a orientée d'aller me mettre en relation avec son cousin. Je me suis dit pourquoi pas. Après avoir vécu avec un Antillais, je vais retourner aux sources. C'est comme ça que je suis allée rencontrer cette personne. C'était comme ça un piège qu'on m'avait tendu. Et je suis allée nouer la relation avec une personne pour laquelle j'avais été tellement sous l'emprise de la pratique de leur sorcellerie, excusez-moi. Hein, parce que ça, c'est des choses que je n'y croyais pas, voyez-vous. Donc il a fallu que je sois mordue pour le savoir.
Donc j'ai été ainsi embobinée et figurez-vous que mon aveuglement a duré 8 ans. Vous vous imaginez 8 années entre les bras de son propre ennemi? Je dois ma survie à mon Créateur, pour lequel je lui dis merci tous les jours. Je suis sortie de là en état d'épave, mais au moins je suis encore vivante. Raison pour laquelle je suis là pour partager ce triste épisode de ma vie avec vous. Car en tant que femme africaine et en tant qu'ayant été mordue par celui que je croyais être mon frère, ami, mon âme sœur, je me suis dit, on est donc en sécurité nulle part. Pendant que vous vous croyez en sécurité avec ce que vous considérez être le centre du monde pour vous, cependant, vous découvrez le contraire. Bon, à l'issue de ce triste événement qui a quand même marqué ma vie pour à jamais, j'ai fait sortir un livre. J'ai même fait raconter mon histoire en chanson. Vous comprenez que je ne m'arrête pas là. Parce que la femme blessée n'est pas morte. J'utilise le peu de souffle qui me reste pour crier haut et fort ma détresse, mon incompréhension et surtout mettre mes sœurs en garde. Nos hommes africains ne sont pas tous des gentlemen. Il y en a qui se servent de notre docilité, de notre maman, comme j'ai entendu, maman Benz. Il y en a qui se servent de toutes ces opportunités pour nous écraser. Donc j'ai été ainsi massacrée par l'homme à qui j'avais plutôt donné le meilleur de moi. Pour en savoir davantage, j'ai le livre, j'ai la chanson. Le livre se vend à 20 €, c'est un livre biographie. Et la chanson se vend à 10 €, c'est un DVD, un CD. Vous allez aussi avoir le lien pour connaître avec détail mon vécu. Donc j'ai été ainsi blasphémé, abusé. C'est-à-dire j'ai été chaudifié par quelqu'un que j'avais fait de lui mon centre du monde. Et pour les Camerounais qui sont dans la salle, qu'est-ce que notre frère a dit? Lorsque vous croyez en danger, vous ne l'êtes pas. C'est lorsque vous croyez à 1000% en sécurité que vous êtes en danger. Donc, à la fin, veuillez me contacter pour les liens et éventuellement pour la suite de ma vie que j'ai fait boucler. Vous voyez, nous les Africains, c'est pas dans nos cultures d'écrire les livres. Hein. Donc, pour que j'en arrive là, comprenez ma douleur. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup, Madame Victoire. Merci beaucoup. Alors, il y avait peut-être une petite question. Depuis ce que j'ai vécu, je crois encore davantage à notre Créateur. Je crois davantage à la divinité, car vous vous imaginez de faire une entière confiance, dormir, faire bisous, faire dodo, faire chérie, à votre propre ennemi, à quelqu'un qui n'a qu'une idée en tête, vous éblouir. Ça fut ma vie et figurez-vous que ça a duré 8 ans, 8 années d'aveuglement total. Des fois, je me tourne pour savoir si c'est encore, si je suis encore moi. Mais je reconnais que ça a créé beaucoup d'impact quand même sur ma personne physique. J'ai pris du poids, je me suis laissé aller. D'ailleurs, même j'ai fait la dépression. J'ai été suivie par des psychologues. Mais je sors de loin. Je sors de loin, je suis une survivante. Je suis une survivante d'une haute trahison qui n'a pas de nom. Le déclic. Quel a été le déclic? Oui, mais quel a été le déclic? Justement, la phrase que vous avez dit, il faut dire comment n'est-ce pas couler. Le déclic, déjà par ailleurs, je suis une mère de famille. Hein. Donc heureusement qu'avant
que cette personne qui m'avait tendu ce piège, je voulais juste, comme on dit, embellir ma vie pour mes vieux jours, pourquoi pas, hein? Terminer la retraite en beauté avec un compagnon chéri Coco et voyager un peu partout. Puisque au niveau travail, j'étais déjà un peu en stand-by. Puisque je fus auxiliaire de vie, je fus auxiliaire de vie dans les EHPAD. Donc je voulais vraiment, comme on dit, mettre la cerise sur le gâteau et finir ma vie avec un compagnon pouvant me tenir la main, pouvant faire des sorties avec moi. Donc j'avais un peu idéalisé cela. Et je fus très mal servi. Catastrophiquement. Donc le déclic est que grâce à mes enfants, je me suis ressaisie. Je me suis ressaisie. J'ai dit, j'ai pas le droit de chuter encore davantage. D'autant plus que la divinité m'a permis d'être encore là. Oui. Donc vraiment, le déclic, c'est surtout mes enfants. Merci beaucoup pour ce témoignage émouvant. Alors, je ne sais enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. Il n'y a pas très longtemps que j'habite Creil, ça fait même pas un an. J'habitais auparavant à Chantilly et mes enfants ont grandi, ils sont tous partis et donc j'ai déménagé pour prendre un appartement plus petit à Creil. Alors, je suis assistante de service social des administrations de l'État. Ça veut dire que je travaille à l'Éducation nationale et j'ai la possibilité de travailler dans d'autres ministères. Je suis originaire du Congo-Brazzaville et de la Centrafrique. Et suite aux événements sociopolitiques en 1997, donc je suis revenue en France parce que dans ma jeunesse, voilà, j'ai vécu quelques années en France et ensuite je suis repartie au Congo et par rapport à ces événements je suis revenue en France avec toute ma famille. Alors le témoignage que je voudrais faire cet après-midi, c'est sur notre organisation, nous les femmes africaines. Il est vrai que le racisme existe, que le tribalisme existe. Il est vrai aussi que nous avons une très bonne histoire sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour aller de l'avant. Mais je pense qu'il est temps vraiment qu'on prenne conscience de notre implication et surtout de notre rôle et de la place que nous devons occuper dans ce pays d'accueil. Parce que je pense que pour certaines, nous sommes de nationalité française, donc nous avons notre place ici, dans ce pays qui nous a accueillis. Alors, nous devons nous dire que devons-nous apporter et comment devons-nous aussi nous organiser. L'organisation, certes, elle est là, mais je la trouve très, comment dirais-je, morcelée. Elle n'est vraiment pas fondée en fait sur quelque chose, sur des objectifs. Nous savons tous que pour faire sa place, il faudrait tout d'abord que ceux qui vous accueillent vous laissent la place, mais par rapport à la France, ce n'est pas le cas, parce que nous avons une histoire. Nous ne pouvons pas toujours être cantonnés sur cette histoire, mais pour faire bouger les choses et avancer, c'est à nous de nous organiser. Vous avez parlé tout à l'heure du réseau. Effectivement, nous ne fonctionnons pas en réseau. Il y a des associations africaines, mais qui sont, c'est des associations de convivialité ou encore des associations qui s'organisent pour apporter un appui matériel et financier en Afrique. C'est une bonne chose. Mais ici, nous avons aussi notre vie. Pour ceux ou celles qui ont eu des parents ou bien qui sont venus avec leurs parents, les parents ont fait le nécessaire, ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme moyen. Et c'est à ces jeunes de poursuivre en fait le travail que les parents ont amorcé. Et c'est à nous aussi, les mamans, d'éduquer nos enfants, parce que le problème, c'est surtout autour de l'éducation. Je ne vais pas vraiment m'éterniser, je pense que il y aura peut-être une autre occasion. Vraiment, je parlerai de ce que je rencontre sur le terrain. Et il est vrai, je ne suis pas ici pour dire X a raison ou X a tort.
chacun en fait vient avec son éducation, avec sa personnalité, avec aussi sa façon d'être. Donc moi qui suis dans le milieu des professeurs, les professeurs viennent avec ce qu'ils ont. Ils ne sont pas simples, ils ont aussi leurs antécédents, ils ont aussi leur personnalité. Mais nous, les mamans africaines qui avons nos enfants dans ces établissements scolaires, nous devons nous interroger sur nos pratiques, sur les accompagnements que nous pouvons apporter à nos enfants. Vous savez, l'éducation nationale en France, c'est la coéducation. Il y a une loi qui existe. Mais lorsqu'on voit sur le terrain, les mamans africaines, les parents africains sont quasiment absents. Voilà. Il y a des rencontres parents-professeurs ou encore les mamans africaines, parce qu'aujourd'hui nous parlons des mamans, les mamans ont le droit d'appeler soit le professeur principal, soit les CPE pour vérifier, pour savoir comment les choses se passent au collège ou à l'école primaire. Mais elles ne le font pas. Elles attendent d'être appelées. Laissez-moi vous dire que certaines familles ou mamans africaines qui sont très présentes, eh ben, le personnel, l'équipe a peur de faire quoi que ce soit avec l'enfant, même lorsque l'enfant rencontre des difficultés. Parce qu'on se dit, cette famille, elle est, voilà, elle a... Non, pas problématique, c'est pas ça le mot. On dit, elle est présente, elle connaît ses droits, elle doit avoir des ressources derrière, donc faisons attention. Vous voyez? Donc, on prendra du temps, je pourrais rester là, vraiment m'éterniser sur comment les choses se passent en interne. J'ai évolué à Paris et donc je travaille avec des mamans africaines qui essayent un peu de s'atteler, qui essayent un peu de s'impliquer, mais elles sont aussi très prises. Je pense que c'est aussi un problème culturel. Elles sont aussi très prises par le comportement de nos hommes qui, je ne condamne personne ici, mais par le comportement de nos hommes qui ont du mal, en fait, je dirais, à s'adapter et à s'impliquer. Voilà, ils ont du mal. Et donc ces mamans, elles sont frustrées, tous ces problèmes les fragilisent. Donc elles n'ont pas vraiment cette force nécessaire pour accompagner les enfants. Est-ce que vous avez une solution à ça? Est-ce que vous avez pensé, puisque vous êtes dans le système, vous voyez, est-ce que vous avez imaginé des solutions pour faire en sorte que ces choses-là évoluent? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Puisque vous avez si bien ciblé le problème, maintenant il faut passer à l'action. C'est pas parce que tous, plus ou moins, on entend, on voit, on sait. Maintenant, il faut passer, il faut proposer, il faut agir. Est-ce que vous avez... Alors, pour proposer, pour agir, il faut la présence des parents. Parce que nous avons... Voilà. Comment les inciter? Puisque vous avez la possibilité de discuter avec eux. Nous les incitons à venir aux réunions d'information que j'organise avec les associations du quartier, parce que je travaille dans le 13e et j'ai choisi de travailler dans un collège REP, donc un collège niveau 4, parce que je suis sur 2 collèges. Et figurez-vous que les mamans asiatiques sont plus présentes. Et donc, du coup, la mairie de Paris forme des médiatrices interculturelles asiatiques. Donc je travaille avec ces médiatrices. Mais pour qu'il y ait, qu'on forme, que la mairie de Paris investisse, crée un poste pour ces médiatrices interculturelles asiatiques, c'est parce que ces mamans sont présentes. Voilà. Il y a un travail à faire avec les mamans africaines. Et surtout, qu'elle n'ait pas peur, parce que l'État français peut payer un traducteur pour les mamans qui ne comprennent pas français ou bien qui ne parlent pas français. Voilà, c'est ce travail. Voilà. C'est ce travail que nous devons faire et ça doit vraiment aller de bouche à oreille. Attention, nous devons vraiment accompagner nos enfants, nous devons être présents, parce que c'est l'éducation qui fait tout. Voilà.
C'est ce témoignage que je voulais apporter. Alors, moi je dis constater, c'est aussi un principe. Et la barrière de la langue dans le sens aux enfants, c'est de ne pas laisser la langue du pays, mais aussi de ne pas transmettre notre langue, notre propre langue, en termes culturels. Et j'ai vu que ça peut poser des barrières. Déjà, quand on est chez des mamans, est-ce que vous rencontrez aussi ça? La difficulté de ne pas maîtriser la langue ne permet pas de suivre correctement son enfant à la maison sur les notes, sur les commentaires, sur les choses.